Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et cette semaine c'est la grosse vidéo, la très très grosse vidéo, je devrais dire même là c'est un peu un plaisir sado-masochiste que je m'impose et que je vous propose. Je veux parler de la revue complète ou quasi complète de la gamme Rift. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Rift, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu paru en 1990, à peu près à la même période d'ailleurs que Torg, qui est un jeu que j'affectionne énormément. C'est aussi un jeu multi-univers, mais là on est vraiment pas, on joue pas, je dirais, dans la même cour. Voilà, c'est un jeu donc de chez Palladium Games qui était extrêmement connu, surtout aux États-Unis, pour le jeu justement Palladium Fantasy Role Playing Game, qui est paru en 83. Donc cette version-là, d'ailleurs, c'est une version, un reprint de 88. Et il y avait eu plusieurs éditions. De toute façon, voilà, chez Palladium Books, on a énormément l'habitude de réimprimer régulièrement justement tous les livres, donc ils sont encore dispo de nos jours dans les dernières éditions. C'est un jeu, on va dire, de fantasy en fait, extrêmement classique, très inspiré de Donjons et Dragons, de par, on va dire, son monde et son système, mais c'est plutôt bien foutu. Bon, par contre, comme vous allez le voir, et ça va être la même musique, si je puis dire, pour toute la gamme Rift, voilà, la mise en page, c'est très sommaire, on va dire. Voilà, c'est fonctionnel. Voilà. On n'est pas dans les tableaux Excel, comme chez d'autres, on va dire, dans d'autres maisons d'édition que j'affectionne énormément pourtant. Donc, évidemment, je pense que vous aurez reconnu nos amis de Talzorian Games et la famille Pondsmith, mais malgré tout, on est dans du jeu vraiment. Voilà, c'est une niche, hein, vraiment un jeu particulier qui n'est quasiment pas connu, mais alors pas connu du tout, pour toutes ses productions, hein, Rift comprises, en France. Il y a vraiment que les vieux de la vieille des années, de nos vieilles années qui peuvent, je pense, aujourd'hui se targuer de pouvoir connaître Rift, parce que voilà, Rift, c'est vraiment, on va dire, une manière particulière de jouer, hein. C'est une usine à gaz, c'est un système qui est quand même assez vieux, qui tourne, on va dire, mais qui est loin d'être unifié, qui est complètement pléthorique. Là, je vais vous montrer, on va dire, une gamme qui doit contenir, pour l'essentiel, en tout cas de ce que je possède, à peu près une quarantaine de suppléments. C'est vraiment phénoménal. Voilà, c'est phénoménal dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Alors Rift, c'est quoi? Pour vous expliquer, donc c'est un jeu, on va dire, multi-univers, vraiment, qui est une synthèse en fait de tout ce qui peut exister dans le Medfan, l'ASF, tous les types de SF et tous les types de Medfan. On y trouve vraiment tout. Il y a, franchement, je crois qu'il n'y manque pas grand-chose. Vous allez pouvoir le voir à travers la gamme. À la fois, c'est des clins d'œil, des références, mais aussi, on va dire, du fan service, parce que voilà, les Américains visiblement sont extrêmement, on va dire, intéressés par ce genre de jeu. Alors je sais, oui, vous allez me dire, ah là, il y a eu récemment quelques années une version Savage World. La version Savage World, à vrai dire, je m'en fiche un petit peu. C'est pas un système qui, moi, on va dire, m'attire en dehors, on va dire, de ce qui a été fait pour, on va dire, Deadlands. Et je trouve que pour Deadlands, il fonctionne très très bien. Mais moi, je trouve que voilà, le système de Rift, à la base, fonctionne extrêmement bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me dis que si on veut vraiment jouer à Rift, il faut jouer avec son système. Voilà. Alors, justement, déjà pour l'univers. L'univers, on imagine en fait qu'on est dans un très proche futur où donc il y a eu un développement technologique assez élevé quand même, tout comme d'ailleurs une petite résurgence quand même. Voilà, il y a des gens quand même qui pratiquent la magie. On voit d'ailleurs qu'il y a un spin-off, hein, de Rift qui est Beyond the Supernatural, qui est, on va dire, leur jeu, on va dire, cthulien, sur la sorcellerie, sur les créatures surnaturelles, qui est là-dedans, et il y a des ponts d'ailleurs et des rapports avec Rift, puisqu'il y a la plupart des personnages, on va dire, importants dans Beyond the Supernatural, on les retrouve dans Rift sur plein d'aspects. D'ailleurs, les personnages même sont présents. On ne sait pas trop. Enfin, si on sait, mais bon, c'est un peu des petits secrets du jeu. Et donc, la tension monte entre les différents, on va dire, les différentes puissances qui ont donc des armes nucléaires et qui commencent à avoir donc de superbes armes de destruction massive.
Voilà, ça c'est raconté d'ailleurs dans un spin-off de Rift qui est Rift Chaos Earth. Voilà, où donc bah, vous avez les fameuses armures de Glitter Boy qui balancent des pruneaux à la vitesse de la lumière, ou pas loin, qui font, on va dire, l'effet d'explosion atomique, hein, ou pas loin, parce qu'on est quand même dans la surenchère, hein, on est quand même dans le, voilà, on est dans le gros. Là, faut vraiment, voilà, Rift est aussi un jeu pour les gens qui ont des choses à compenser, je pense en tout cas. Et certains Américains, on va dire, compensent très très bien, je pense, à travers ce jeu. Et donc, bah, ça va dégénérer. La guerre nucléaire va avoir lieu et le fait en fait que des millions, voire plusieurs dizaines de millions, centaines de millions, milliards même de personnes meurent d'un coup, ça va créer en fait une sorte de déchirement de la toile psychique d'une certaine manière de l'univers, de notre Terre. Ça va apporter une résurgence aussi, on va dire, de montée en fait des énergies magiques et des énergies psychiques qui sont, on va dire, elles tirent leur source de la même, de la même, enfin elles tirent leur énergie de la même source. Et donc ça va ouvrir donc au niveau des anciens, on va dire, points nexus telluriques, ce qu'on appelle donc des rifts. Et donc ces fameux rifts, je vais vous montrer à travers, voilà. Donc ça c'est les lignes telluriques qui se croisent. Et au croisement de ces lignes, il y a donc des nexus. Et au niveau de ces nexus, du fait, on va dire, de voilà, une ouverture de rift par exemple, eh ben, il va y avoir en fait donc justement des rifts, des fissures entre guillemets, des failles qui vont s'ouvrir et qui sont en fait des portails vers d'autres dimensions qui vont permettre à plein de, on va dire, de bestioles super charmantes de venir envahir notre terre et de venir foutre un bordel monstrueux. Voilà, ça c'est le principe de Rift, ce qui permet en fait de jouer tout et n'importe quoi. Et à cela, bah, on va dire quand on a dit ça, on a presque tout dit, hein. Le background quand même est beaucoup plus détaillé que cela, même si on va dire sur un livre, on va dire de Rift, et il y en a quand même beaucoup. La portion du background, c'est à chaque fois une trentaine, quarantaine de pages, et tout le reste, c'est de la description de matos à viander, de règles, etc. C'est plus ça, on va dire, le standard des, euh, des suppléments de Rift. Donc il y a quand même un univers qui est extrêmement bien développé, qui est super intéressant même d'ailleurs, je dirais, qui est même plutôt original, au-delà du fait que ça mélange énormément de choses. Mais malheureusement, on a l'air d'utiliser, on va dire, ce background vraiment comme toile de fond très très lointaine pour justifier, comment dire, bah, de comment pourrais-je dire ça de manière, on va dire, pas trop, pour pas vous faire fuir, quoi. Bah, pour, on va dire, viander des gens à coups de bombe atomique, quoi. Faut quand même être clair là-dessus. La plupart, on va dire, des choses malgré tout qui sont dans ce jeu, et pourtant je l'adore, hein, bah, c'est malgré tout des armures, des armes, des robots, des armures de combat, des vaisseaux, des races extraterrestres plus gros billes les unes que les autres, mais super originales, mais quand même gros billes. Et tout ça, évidemment, dans un contexte, on va dire, où on va sans arrêt être. Voilà, l'humanité, on va dire, essaye de survivre tant bien que mal. Euh, on est à peu près, quand on va jouer à Rift, je crois c'est plusieurs centaines d'années, hein, après la dernière, après on va dire la guerre en question. Donc si mes souvenirs sont bons, ça doit être à peu près 200 ans. Le calendrier, lui, il est fixé sur la fondation de la coalition, qui est un dernier bastion humain. Et quel bastion humain? C'est un ramassis de fascistes xénophobes qui concrètement on trouverait dans Starship Trooper, matiner, comment dire, des pires heures de notre histoire. Mais bon, c'est des humains quand même, et donc bah, ils survivent parce qu'ils aiment pas les. Ils contrôlent les gens qui ont des pouvoirs psychiques, ils aiment pas les. Voilà, vous voyez, hein, quand même, hein, je pense que c'est assez clair au niveau de la figuration. Voilà, les soldats et les officiers, comment dire, de la coalition, ils sont habillés par Hugo Boss. Et donc voilà, pour ainsi dire, c'est quand même un monde assez désespéré et désespérant. On sent qu'on n'a pas franchement, on va dire, ouais, de chance de s'en sortir d'une manière ou d'une autre dans un cadre pareil. Et bah, l'humain, lui, de base, il est de toute façon complètement, on va dire, en deçà de tout ce que peut proposer, on va dire, de ce que le moindre extraterrestre, créature magique,
où on va dire Alien avec sa technologie peut proposer, quoi, ou même gens avec donc des pouvoirs psy. Voilà, donc on est vraiment dans un monde désespéré et désespérant, voilà, où il y a par exemple en Amérique du Nord des insectes sympathiques, donc qu'on appelle des Xytixix. Oui, c'est dur il y a des noms qui sont un peu imprononçables, hein. Voilà, il y a des vampires, il y a voilà, des dragons évidemment. Ils ont créé, comment dire, une race pour s'aider justement et chasser les sorciers et les gens qui font de la sorcellerie, donc des êtres, c'est des chiens génétiquement modifiés pour être anthropomorphes et donc avoir des pouvoirs psy. On est vraiment quand même dans la surenchère à tous les ballons, hein. Faut quand même être clair là-dessus. Voilà, ils ont des armures de combat qui font pleurer. Voilà, donc ça c'est les armures de combat de base, hein, qu'on peut jouer. Donc parce qu'on nous propose dans le livre de base évidemment de jouer plutôt côté coalition. Bon, alors si vous voulez jouer des fachos, voilà, vous avez le jeu qui vous le propose. Voilà, donc Rift c'est vraiment ça. C'est un contexte, on va dire, de guerre permanente, de conflit permanent. L'humanité, comment dire, essaye de survivre tant bien que mal et est devenue vraiment la pire version d'elle-même pour survivre, puisque voilà, les seuls États qu'on appelle coalition, en fait, parce que c'est plusieurs États, hein. Donc il y a, on va dire, l'État de la coalition, on va dire, centrale, qui est autour, on va dire, de ce qui reste de Chicago et de la région de Chicago, sachant que les ruines de Chicago sont même pas, on va dire, sont inaccessibles parce que c'est un lieu hautement magique et infesté de bestioles. Puis bon, voilà, il y a également d'autres États qui sont liés à la coalition, hein. Voilà, il y a si dans les souvenirs, ouais, il y a le Texas, une partie du Québec, voilà, plein d'États en fait qui plus ou moins font partie, on va dire, de cette alliance humaine pour justement résister à l'envahisseur. Et vous, bah, vous pouvez jouer donc soit du côté coalition, soit on va dire un mercenaire, un humain qui essaye de survivre, un érudit qui essaye de redécouvrir le monde et qui essaye de redécouvrir l'histoire du monde. Donc je crois que ouais, on est en 104, hein, je crois que ça doit être ça, après la fondation de la coalition. Et donc on est aux alentours de, je dirais, ouais, pas loin de 300 ans, 400 ans après on va dire l'ouverture justement des rifts, d'après mes souvenirs. J'avoue que à brûle pour point, j'arrive plus à me souvenir exactement des dates. Au niveau de la chronologie, c'est à peu près cela, mais au niveau du temps en fait qui a eu lieu, ben voilà, on est aux alentours de 100 après l'apocalypse. Voilà. Et on pense en fait ouais, qu'il s'est passé pas loin de 300 ans, quoi, de 200-300 ans. Voilà. Donc ça, c'est pour le contexte. Après, bah, Rift, le système de jeu. Alors le système de jeu en question, c'est un système, on va dire, voilà, qui est toujours le même depuis les années 80. C'est le système Palladium. Ils, ont, ils y tiennent. La feuille de personnage est vraiment pas réjouissante, hein, à l'œil nu. Il faut quand même le reconnaître aussi. D'ailleurs, ça me fait dire que oui, elle n'est pas dans le livre de base de la version révisée, oui, parce qu'ils ont en plus gardé les mauvaises habitudes de Donjons et Dragons, en plus d'en avoir pas mal d'aspects au niveau du système de jeu, c'est de ne pas mettre de feuilles de personnage à l'intérieur du livre de base. Bon, elle est dans le livre de base quand même, que je vous ai montré, hein, l'autre, mais elle n'est pas dans le... Alors donc il faut que je sorte le livret qui accompagne l'écran, où il y avait pas mal d'aides de jeu, dont la feuille de personnage. La feuille de personnage, elle est là, vous allez voir, ça fait peur. Voilà à quoi ça ressemble pour... Ça, c'est la nouvelle feuille de personnage, parce que l'ancienne était encore pire. Voilà, ça c'est dit. Donc le personnage est défini par des caractéristiques qui vont donc qui sont déterminées par 3d6 pour, on va dire, la plupart des humains. Donc IQ, qui est l'intelligence, ME, c'est comment dire, la volonté, MA, c'est plus, on va dire, l'empathie, entre guillemets, PS, donc physical strength, c'est la force, PP, physical press, c'est l'agilité, PE, donc physical, alors je sais plus, PB c'est la beauté, ça c'est sûr, et PE, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé, là je ne sais plus à quoi ça correspond la PE. Tant pis, ça va me revenir avec le temps, hein, comme d'habitude, hein, c'est dans les aléas du direct
Donc toujours on a, on va dire, ce genre de choses. Ensuite, de vos caractéristiques qui donc sont, on va dire, sur une échelle humaine, donc de 3 à 18, ça va largement au-delà. Et en plus, vous avez une échelle particulière avec les mêmes valeurs de caractéristiques pour, on va dire, les robots, les êtres surnaturels et compagnie, qui eux, on va dire, en prenant, on va dire, genre un humain qui a, on va dire, grâce à de la cybernétique, plus de 30 en force, ce qui est possible, bah, il n'aura pas exactement les mêmes capacités que, on va dire, un être surnaturel ou un monstre qui a la même valeur de force. Donc il y a des tables d'équivalence et d'échelle pour ça. Il y a des compétences qui sont, elles, donc exprimées en pourcentage, qui vont maximum jusqu'à 98, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais 100%. Voilà, il y a toujours quand même une marge on va dire, d'échec qui est laissée au niveau de la compétence. Voilà, c'est un choix qui peut paraître assez étrange. Après, vous avez, on va dire, des compétences de maîtrise d'armes, où donc là, c'est des compétences sans pourcentage, qui donnent juste en fonction du style d'armes et du style d'arts martiaux ou de techniques de combat que vous possédez, ou de techniques de pilotage aussi, de robots, etc., qui vous donnent des bonus, on va dire, en combat. Il y a également donc des habilités spéciales en fonction de votre race ou classe, parce que ce qu'on appelle donc il y a dans le jeu, on choisit normalement une race à la base, et après on calque dessus ce qu'on appelle une OCC, une oh, une Occupational Character Class, je vais y arriver. Mais il y a aussi des Racial Character Class, où là la race et la classe sont, on va dire, dans le même package. Voilà. Oui, c'est dur à dire, Occupational Character Class. Essayez, vous verrez. On dit OCC, c'est pour ça, ça va plus vite. Donc des special abilities qui sont en pourcentage ou qui donnent des bonus aussi. Enfin bref, voilà. Donc comme je vous dis, c'est un fouillis intégral pour repérer tous les bonus. Il faut vraiment avoir le détail de tout. Voilà. Après, vous avez donc votre équipement. Vous avez également des jets de sauvegarde avec donc des bonus qui sont issus de plein de choses. Donc de vos caractéristiques, de vos habilités spéciales, de votre race, machin bidule. Vous avez après ensuite des, euh, en fait comment dire un carré là ici pour justement vos caractéristiques de combat qui dépendent de votre style de combat. Donc vous avez des styles de combat classiques, on va dire militaires, assassins, etc., qui vont vous donner vos nombres d'actions par round, votre bonus d'initiative, les bonus au dommage, les bonus à l'attaque, les bonus à la parade, à l'esquive, les bonus pour encaisser les coups, donc c'est roll with punch, et après vous avez différents types en plus d'attaques. Vous avez le point, on va dire, normal, le point, on va dire, la pichenette, comment dire, le coup de pied sauté, le coup de pied qui fait super mal. Si vous avez, comment dire, une marge de critique en fonction de votre technique de combat, donc si vous faites critique que sur 20, puisqu'on utilise un D20 pour le combat, j'allais y venir, ou autre chose, voilà. Est-ce que vous pouvez causer la mort de quelqu'un aussi avec des attaques spéciales comme les attaques d'assassins, etc., si vous êtes à très haut niveau? Oui, parce que c'est un jeu à niveau aussi, il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, vous avez tout ça qui définit le personnage. C'est un peu fastidieux, va-t-on dire, à gérer pour ce qui est de la création. C'est vrai que c'est assez technique, hein. Faire un perso à Rift, ça prend plusieurs heures parce qu'il faut aller rechercher dans plein de bouquins différents pour avoir exactement tous les bonus et toutes les capacités en fait que, que vous avez et les bonus auxquels donc vous avez le droit. Faut courir après en fait. Mais une fois que vous avez tout, vous êtes tranquille. Bon après, quand arrive le passage de niveau, c'est digne quand même parfois d'un passage de niveau de Rollmaster. Et encore, je trouve que à Rollmaster, c'est plus simple à certains points, à certains niveaux. Voilà. Donc, pour résoudre la plupart des actions, vous pouvez faire un D20 sous Carac. Ça, c'est possible. Vous faites sinon un jet de compétences en pourcentage. Voilà. Et pour le combat, bah, c'est avec un D20. Sachant que vous avez un seuil à chaque fois à battre pour réussir une attaque. Si vous êtes au corps à corps, le seuil va être de 5 c'est 1 à 4, vous ratez, donc 5 ou plus, vous réussissez votre action. Si vous êtes à distance, ça va être portée courte, 5 ou plus, portée moyenne, donc c'est 9 ou plus, et portée longue, 13 ou plus. Voilà. C'est à peu près ça, on va dire, le principe. Et donc, vous ajoutez un des 20 plus le bonus que vous avez dans votre attaque,
à distance, au contact, etc. Et c'est marre. Voilà. Donc concrètement, c'est pas compliqué. C'est juste que les informations sont très très mal organisées. Il faut aller chercher plein de trucs et surtout il y a plein de systèmes différents puisque vous avez à la fois le D20 en dessous de Carac si vous voulez. Et encore, c'est pas une obligation. Le dé de pourcentage et les D20 pour le combat. Donc pas de système unifié. Plus les jets de sauvegarde, D20 plus bonus aussi, etc., etc. Capacité spéciale à pourcentage, c'est une véritable horreur. Et vous jetez en fait des dés pour les dégâts, puisque voilà, c'est exprimé en nombre de dés, donc ça va du D4 évidemment à un certain nombre de D6, D8. Je crois qu'il n'y a pas de D10. Et après, c'est des multiplicateurs pour les grosses armes, comme par exemple pour les armes atomiques, parce que évidemment il y a des armes atomiques, c'est 1 D4 x 100, souvent pour la petite ogive nucléaire de base, en fait, qui fait donc de ce qu'on appelle en plus des méga damage. Et là, je viens en plus aussi à l'une des choses qui fait à la fois tout le sel, mais également le grand n'importe quoi du système. C'est que le personnage humain, lui, il est défini par des points de vie, enfin des points de coup, hit points, et des SDC, Structural Damage Capacity. Donc il a les points de vie qui, eux, c'est vraiment, on va dire, ce qui définit sa force vitale d'une certaine manière. Si ses points de vie partent, il est mort. Et la Structural Damage Capacity, c'est en quelque sorte c'est sa capacité à encaisser les coups, à résister au choc et à la fatigue, etc. Donc, on prend déjà sur les Structural Damage, sur les SDC, et après on attaque les hit points. Ça, c'est dans la théorie. Généralement, un humain, il en a une quinzaine de hit points, 10, 15, et il a des structural damage à peu près en fonction de son entraînement, s'il a fait de la boxe, s'il a fait du sport, etc. Il en a, allez, au grand maximum, une vingtaine, trentaine, voilà, ça tourne autour de ça. Et donc ça, c'est en échelle structural damage capacity. Or, dans Rift, pour refléter évidemment le fait qu'il y a des monstres qui viennent d'autres dimensions, qui sont régis par d'autres lois, etc., il y a le système qu'on appelle de méga damage. C'est-à-dire qu'un méga damage égale 100 SDC, si vous me suivez. Donc, un humain normal sans armure qui se prend un MD, un méga damage, il est pulvérisé sur place. Point. Sachant que la plupart des armes de base, elles font un D4, 2D4, voire même, on va dire directement 2D6, 3D6 MDC. C'est pour le laser de base. Ce qui veut dire donc qu'un humain sans armure, on va dire moderne, de haute technologie, il est pulvérisé avec un tir. Vous voyez un peu, on va dire, le problème, on va dire, qui peut se poser, comment dire, sur ce genre d'échec. Voilà, donc voilà, c'est, on va dire, le gros souci à la fois de Rift, mais aussi ce qui fait, je pense, tout son charme, et qui fait que, voilà, on y a joué quand même, et qu'on a bien rigolé. Mais voilà, on était des ados. J'ai rejoué d'ailleurs, j'ai refait une campagne il y a très très peu de temps. J'ai prouvé que Rift pouvait être un jeu où il y avait de véritables intrigues, où on pouvait faire de vraies choses. Voilà, les joueurs ont joué des mercenaires, on va dire, au service plutôt, on va dire, des, euh, des factions, on va dire, de magiciens. Parce qu'il y avait beaucoup de magiciens, on va dire, ou de gens dotés de pouvoirs magiques ou psy dans le groupe. Et donc, d'une certaine manière, la coalition était un peu leur ennemi, mais il y avait un ennemi malgré tout plutôt commun, qui est représenté, on va dire, par on va dire, les chefs des extraterrestres tels qu'ils sont, on va dire, représentés dans l'univers, c'est-à-dire, je vais parler des Splugors. Voilà, c'est eux. Vous voyez, le gros œil là avec ses tentacules, ça, c'est les Salbates, qui, on va dire, je vous le remontrerai quand je vais vous montrer les suppléments, qui, on va dire, sont à l'origine en fait de tout, puisque eux, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est conquérir, comment dire, tous les univers et faire du commerce, tout simplement. Donc ils réduisent les races extraterrestres qu'on appelle donc dimensional beings, donc DBs dans le jargon de Rift. Donc, on peut jouer des DBs, voilà, c'est des classes de personnages, enfin des races ou classes, ou on va dire classes de personnages intégrés qui sont proposées et qui sont jouables, il y en a plein, et qui sont pour la plupart en fait des potentiels esclaves qui sont revendus par les Shpegors. Voilà. Oui, Shpegors, c'est dur à dire aussi. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près pour l'essentiel, voilà, une vingtaine de minutes pour vous décrire tout ça. Ça peut vous paraître parfois un peu compliqué, un peu confus, mais voilà, je vais revenir de toute façon avec
on va dire la revue de la gamme. Alors, la gamme Rift était déjà composée donc d'un livre de base paru donc en 90. C'est un livre donc qui fait 260 pages quasiment, où donc il y a tout le contexte de base qui est expliqué, le système de compétences, voilà, c'est plutôt les règles de combat. Le livre de base était largement suffisant, on va dire, pour jouer dans le contexte mercenaires ou gens de la coalition contre le reste du monde. Euh, on a vite quand même besoin de suppléments, hein, parce que voilà, on est on se ressent un petit peu à l'étroit, mais bon, sur un livre de 250 pages à peu près, voilà, donc on a par exemple le chasseur de primes, le Headhunter. On a évidemment plein de classes qui font toute la saveur de Rift, le Juicer, qui est en fait un humain ou un DB, elfe, tout ce que vous voulez, qui est en fait, on lui met un distributeur un peu comme Bane dans Batman. En fait, on lui met donc du jus, hein, c'est-à-dire voilà, un liquide évidemment qui va le rendre beaucoup plus fort. Le seul problème, c'est que évidemment votre perso a une espérance de vie en années, hein. Ce qui veut donc dire qu'il peut crever au bout de 3 à 6 ans, je crois. Donc on peut jouer également le Cyber Knight, voilà, ça c'est dans les classes de personnages qui sont proposées de base. Donc c'est un chevalier évidemment cybernétique, psy en plus, qui peut créer une épée psy, un peu comme Psylocke dans X-Men. C'est plutôt sympa. Donc on voit un peu qu'il y a voilà, il y a le Crazy aussi. Donc là on lui a mis carrément des gros boulons dans le cerveau et ça lui a changé en fait, ça l'a rendu complètement cinglé. Donc ils sont tous cinglés, hein. Il n'y a pas que les humains d'ailleurs qui peuvent bénéficier de ces modifications. Et ça, on va dire, bah, ça l'a rendu extrêmement puissant. Le mieux, c'est qu'il est cinglé. Il y a quoi d'autre encore comme chose plutôt sympa. Bon, après, on a des trucs plus classiques. Voilà, on a le charcudoc, hein, donc le spécialiste en cybernétique et en médecine, on va dire, dans les rues, le rat des villes. Le technicien, il y a possibilité aussi quand même de jouer des classes d'érudits. C'est quand même un peu, voilà, l'érudit, le scientifique, voilà, le vagabond. Donc ça, c'est dans les classes, on va dire, un peu plus soft. Donc on peut également jouer, si votre MJ le permet, le pilote de Glitter Boy. Voilà, donc armure de combat indéboulonnable avec son canon, où il est obligé, comment dire, de s'ancrer au sol avec des pilons qui s'extraient en fait des pieds pour tirer, on va dire, son coup avec son gros canon, c'est le cas de le dire, qui concrètement ça pulvérise tout, hein, ça fait, on va dire, en méga damage, si mes souvenirs sont bons, c'est affreux. Il y a plusieurs types de Glitter Boy en plus qui sont décrits après dans les suppléments. Oui, ça doit faire, je sais plus, mais je crois que ça doit être 3d6 ou 4d6 fois 100. Enfin, c'était n'importe quoi. En tout cas, ça fait très très mal. Mais j'ai plus souvenir du nombre de dégâts exacts, mais c'était les armures en fait tactiques sur le champ de bataille, et ils se battaient à coups de Glitter Boy avant l'apocalypse. Au niveau de ceux qui pratiquent la magie, donc il y a la magie évidemment fondée sur l'utilisation des lignes telluriques. Donc il y a le Line Walker, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc voilà, c'est un magicien qui utilise les lignes et qui peut donc se téléporter sur les lignes, envoyer des messages, envoyer des sorts de magie, etc. Il y a le mystique, le shifter, le techno wizard, donc où là on mélange technologie et magie. Il peut en fait créer des objets qui sont des objets, on va dire, technologiques qui sont dont les batteries en fait sont, on va dire, des batteries magiques qui donc utilisent l'énergie magique comme source d'énergie, etc. Donc il peut créer évidemment plein de gadgets. Voilà. On peut jouer également de base un mini dragon. C'est aussi un des seuls jeux quand même où on peut jouer un dieu niveau 1, hein. Il y a quand même un supplément où on joue un dieu, mais vous êtes dieu niveau 1. Voilà, vous êtes un fils de, même pas un demi-dieu, un dieu tout court. Dans les psychiques, donc vous avez le Burster qui est donc lui, c'est un psy évidemment avec des pouvoirs pyrokinétiques. Le psy stalker qui lui va pomper, comment dire, l'énergie dans les gens, c'est un peu une forme un peu de vampire psychique. Donc le dogpack qui lui donc est le chien de la coalition qui a des sens magnifiés pour justement
traquer les magiciens. Et le Mind Melter, où lui, donc ça va être plus celui qui va utiliser les pouvoirs psy pour contrôler l'esprit des gens. Voilà. Donc après, on a la description de tous les pouvoirs psy, de tous les pouvoirs magiques. Il y en a une sacrée flopèche. Des illustrations quand même, dont certaines sont plutôt pas mal, quoi, quand même. Hein. Il y en a certaines illustrations de couleurs. Donc là, vous avez par exemple la ville de Kytown, donc Chicago, hein, qui est donc le bastion de la coalition. Des cartes qui vous expliquent où sont voilà, les différents types. Voilà. Et puis vous avez les triangles, les fameux triangles qui correspondent au triangle des Bermudes. En fait, c'est des lignes en fait, qui se croisent et qui forment en fait, des triangles qui sont, qui sont devenus carrément des zones extradimensionnelles de passage en fait, entre plusieurs dimensions. Et vous avez eu la résurgence à cause évidemment ou grâce à la comment s'appelle on va dire à l'explosion justement des rifts et au débordement énergétique des lignes telluriques dû donc à la mort psychique, je vous rappelle, des gens durant l'apocalypse nucléaire. La résurgence d'Atlantis, qui est donc le lieu évidemment qui est revenu, qui a transité, on va dire, qui a glissé à travers les dimensions, qui est en fait le haut lieu de villégiature des Splegorf et de plein d'autres en fait menaces extradimensionnelles bien gros bill. Voilà. Donc après, vous avez la description du matériel, voilà, la description des gens, des PNJ importants de la coalition, tout le matériel de la coalition, donc les transporteurs de troupes, les araignées, les, euh, les transporteurs aériens, les motojets, qui sont plutôt classe, et après toutes les armes, le marché noir, il y a tout, il y a tout, il y a tout, n'en jetez plus, n'en jetez plus. Voilà, la description évidemment aussi des détails, on va dire, de la Glitter Boy, avec donc le Glitter Boy Main Gun, etc. Donc je vais pouvoir justement revoir le rapide accélérateur, alors le canon à l'accélération électromagnétique, hein, donc c'est un canon, un rail gun, qui fait donc 3d6 x 10. Hein, voilà, ben c'est pas mal, hein, franchement, ça raye de la carte pas mal de choses. Voilà. C'est donc ça a la force de feu, on va dire qu'il y a du grosse bombe nucléaire dans le jeu. Voilà. La description de la cybernétique, évidemment aussi. Donc on a tout le matériel cybernétique. Il y en a quelques-uns qui sont représentés avec des voilà. Et après les armes conventionnelles, etc. Et une petite section du maître du jeu avec des petites choses on va dire, agrémenter quelques parties. Donc ça, c'était, on va dire, ce qui existait dans le livre de base. Alors, il y a eu quelques années plus tard une Ultimate Edition, qui n'est pas vraiment c'est comme une deuxième édition, mais on va dire, ils n'ont pas changé grand-chose, c'est juste les informations. Donc celle-ci date de 2005, où là, on avait quand même un livre de 376 pages qui reprenait tout de manière beaucoup plus, là il était quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux structuré. Si vraiment vous êtes intéressé par Rift, c'est cette édition là qu'il faut acheter, hein. Vous avez vraiment un bouquin de base super complet avec une description du monde. On est un petit peu, on va dire, dans le futur, donc là puisque la gamme a évolué, donc on est en 109 alors qu'on était en 100 quand on a commencé après l'apocalypse. On a là vraiment la description là de toute l'Amérique du Nord de manière un peu plus détaillée, avec des illustrations en plus dont certaines sont tirées puisqu'il y a eu un jeu vidéo qui était sur une console assez obscure. Dont il y a la pub d'ailleurs, je crois, dans le bouquin. Hein. Voilà, c'était voilà, sur la N-Gage, voilà, c'est ça. Donc il y a la pub, comment dire, dans le bouquin d'ailleurs, sur le fameux jeu vidéo. Donc là, toutes les informations sont remises en forme. On a quelques petites choses supplémentaires, voilà, mais bon, vous avez globalement le même univers qui vous est décrit avec, on va dire, une petite update, mise à jour. Et donc toutes les compétences, là cette fois-ci, donc même celles qui étaient parues à ce jour dans la comment ça s'appelle dans les suppléments. Voilà, ça c'est l'ancienne couverture. Enfin la couverture du premier qui est vraiment magnifique, hein, qui représente d'ailleurs ce qu'on appelle un Splugorth Flavor. Donc c'est un monstre en fait avec ces servantes, si je puis dire, qui sont des femmes, ce qu'on appelle des femmes, des guerrières aveugles, qui sont là en fait pour capturer justement les esclaves, pour les revendre sur le marché
d'Atlantis, de la capitale d'Atlantis. Voilà, avec la description. Également des nouvelles armures de la coalition qui ont changé un peu de style. Ouais, ils ont un peu upgradé aussi leur matériel. Donc le bouquin, lui, est beaucoup plus complet, beaucoup plus facile quand même à suivre que le premier où c'était vraiment un peu fouillis. Voilà, et le monde est un peu plus décrit, quoi. Là, vous avez quand même le monde qui vous est décrit sur ce qui est plutôt pas mal pour un truc de Rift, sur quand même voilà, une trentaine de pages. Et ça fait ça, hein. Et vous avez surtout l'Amérique du Nord, parce qu'après le reste est décrit dans les suppléments. Donc moi, voilà, c'est vraiment l'édition que je vous conseille. Elle est vraiment très très complète, mais est centrée surtout sur l'Amérique du Nord. Donc c'est si vous voulez jouer toujours contexte Amérique du Nord, coalition, humain contre envahisseurs, c'est plutôt ça qu'il faut choisir. Après, donc, il y avait eu un pack écran. Alors, on a attendu longtemps avant qu'il y ait un pack écran parce que visiblement Rift était un jeu où il a fallu demander à corps et à cri pour avoir un écran. Donc, il y a deux écrans. Il y a un écran magique dans le pack écran. Il est très très dur à trouver, hein, je préfère vous le dire. C'est un des suppléments. Il n'a pas été réédité. Et ils n'ont pas envie de le faire, vraisemblablement. Visiblement, c'est un jeu qui joue sans écran, selon eux. Il y a des jeux comme ça, hein, où ils prévoient de jouer sans écran, ou du moins l'écran c'est pas automatique. Avec la description des sorts derrière, donc là c'est vraiment spécifique pour tous les personnages magiques, et un écran, lui plus on va dire pour les choses on va dire habituelles. Donc voilà, les bonus de caractéristiques, les différents types de combats, donc le hand-to-hand basique, donc le combat à main nue basique, combat à main nue martial, expert, donc c'est plutôt militaire, et assassin. Les différents types, comme je vous le disais, en fonction de la valeur de la force de dégâts que vous faites avec telle ou telle attaque, qui sont rassemblés ici, qui est plutôt une bonne idée. Voilà, toute une table, comment dire, sur la récupération sur le champ de bataille ou récupération de matériel de pièces détachées, qui est très important. On est quand même dans un contexte post-apo, hein, donc il y a quand même ça. Les tables de coûts de réparation aussi, des armures, etc. Ça va servir. Et on va dire les différents types de missiles. Voilà. Oh, la multiple. Oh là là, la coalition. Oh, bah, ils ont quand même des têtes nucléaires qui vont jusqu'à 2D4 x 100. Hein. C'est pas mal. Voilà. Et c'était accompagné d'un livret Adventure Book où donc on avait des scénarios, des aventures, voilà, toujours dans le contexte Amérique du Nord, euh, avec en toile de fond donc les fameux insectes, là, les XTX, c'est dur à dire. Euh, voilà, on a ouais, deux scénarios et une section GM pour nous donner des idées de scénar et plein de petites, ce qu'ils appellent des hook, line and sinkers, donc c'est en fait des instantanés scénarios. Donc le livret est plutôt intéressant, y a quand même de quoi faire parce que bon, voilà, et donc en particulier aussi la fameuse feuille de perso nouvelle qui remplace l'ancienne qui était franchement pas terrible. Mais bon, qui était fonctionnelle, on va dire. Moi, j'ai fait mes feuilles de perso j'ai fait mes persos avec celle-là comme je le pouvais. Hein, voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait dire que oui, elle est dans les suppléments. Hein, c'est bien ce que je me disais. Elle n'était pas dans le bouquin de base. Voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, le livre de base, l'écran. Et on a deux bouquins que je vous donne à titre, on va dire, indicatif, qui sont en fait des compilations. Où là, donc, dans celui-ci, le Game Master Guide, vous avez pardon, en fait, tous les tableaux, équipements et compagnie qui sont dessinés dans à peu près toute la gamme, qui sont résumés en un seul bouquin. Donc, avec les tables, par exemple, affligeantes tables, on va dire, d'expérience. Donc, vous voyez, en fonction de chaque classe de personnage, il y a une, comment dire, table d'expérience spécifique vraiment à l'XP près. Hein. Et au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comment dire, des sommaires, des glossaires, des index pour vous aider à retrouver les informations, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Description malgré tout de tout le matériel, de toutes les armures, de toutes les armes. Donc il y en a des pages et des pages, tout ça sur à peu près
350 pages. Donc c'est utile en cours de partie, au moins voilà, si on sait ce qu'on cherche, on devrait pouvoir le retrouver dedans. En plus vous avez le résumé au début du système de combat, enfin complet, parce qu'il n'était pas exactement complet en fait dans le livre de base. Il n'y avait pas les petites subtilités, les petites choses, voilà, on le comprenait en fait au fil des compétences et des suppléments, mais c'était pas clair. Et la description de toutes les compétences, et donc de toutes les compétences, et aussi des pouvoirs psy. Voilà. Et par contre, vous avez en regard également un autre livre très utile, la description de tous les sorts de magie dans le jeu et de tous les types de magie, classes de mages, objets magiques, etc., etc. Et là encore, on en a pour 350 pages. Voilà. Donc c'est deux outils extrêmement utiles. Si vous n'avez pas envie de vous fader toute la gamme, si vous achetez le bouquin de base plus ces deux bouquins-là, et normalement vous avez de quoi faire. Voilà, c'est on va dire le minimum syndical pour pouvoir s'en sortir dans Rift si vous avez envie de vous plonger là-dedans, que vous êtes vraiment masochiste. C'est là-dedans qu'il faut investir. Ça vous coûtera pas très cher, c'est pas les bouquins les plus chers de l'univers. En plus, ils sont tous, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, dispo, on va dire en PDF sur DriveThru RPG. Ils ont vraiment un gros site parce que leurs bouquins sont de plus en plus difficiles à trouver en version papier. Les derniers bouquins de la gamme, moi depuis quelques années, j'arrive pas du tout, je les vois jamais quoi, jamais ils n'arrivent, ou alors de manière très, voilà, c'est pour ça qu'il m'en manque quelques-uns, je le préciserai, voilà, mais par contre ils sont tous disponibles en PDF et c'est vraiment pas cher, ils font toujours des offres, des bundles et compagnie, assez régulièrement hein, chez Palladium Books, voilà. Le sourcebook, donc juste après le bouquin de base, en fait, est paru cela. C'est comme un petit addendum, voilà, avec une feuille de perso qui était une première feuille de perso qui était extrêmement moche, voilà, qui était, voilà, je l'ai jamais utilisé celle-là parce qu'elle était vraiment moche. Il y a un scénario dedans qui est jouable. Je l'ai fait jouer entre guillemets. C'est sur la menace en fait d'une vieille intelligence artificielle qui s'appelle Archie, qui date justement de l'époque. C'est tout en relation en fait avec l'histoire justement des abris nucléaires et on va dire des intelligences artificielles qui étaient utilisées par les militaires à l'époque, par ce qu'on appelle donc comment ça s'appelait déjà, le groupe en question. Ça va me revenir. Le NEMA, voilà, c'est ça. Et donc c'est assez intéressant à développer hein, si vous aimez vraiment un peu l'ambiance Terminator, Skynet et compagnie, on est vraiment là-dedans. Là. Sauf que là c'est après l'apocalypse nucléaire. Voilà, et donc ça permet de faire un peu, de foutre un peu la trouille, on va dire, à vos PJ en vraiment les faisant voilà, vous imaginez ça, ben voilà, je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler, voilà, avec en plus un humain qui est complètement à sa botte et puis donc une armée de robots une usine en fait pour créer justement des machines, des robots, voilà, c'est une petite voilà, un petit scénario et en plus il y a plein de matos en plus qui est décrit, on va dire, au tout début. Donc, c'est des informations justement encore sur le nord des États-Unis, euh, un FAQ aussi. Euh, de toutes les gens qui posaient des questions. C'est comment qu'on joue à ce jeu, on n'y comprend rien. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc voilà, il existe d'ailleurs une version upgradée, révisée de ce sourcebook que pour l'instant j'ai pas pu me procurer, mais elle existe et elle est un petit peu, voilà, un peu plus épaisse. Alors, on poursuit dans la revue de la gamme, il va falloir y aller rapidos parce que là il y a quand même des suppléments à montrer. Vampire Kingdoms. Donc là concrètement, bah, c'est le sud des États-Unis avec des incursions donc de vampires et le Mexique qui concrètement est voilà, c'est les royaumes vampiriques, voilà, c'est le Mexique, voilà, donc il n'y a que des vampires, donc du coup il y a aussi des chasseurs de vampires avec une ambiance évidemment comme on est au Mexique un peu voilà, avec des cartes et tout, du Catan, des vampires qui se cachent dans des pyramides à degrés aztèques et tout, on est là-dedans, plus la description d'un cirque itinérant qui est extrêmement intéressante. Euh, il y a plein de petites idées comme ça. Bon, au niveau des vampires, c'est assez. Voilà, on est vraiment dans Dusk Children, hein. Donc le film avec George Clooney
et Tarantino sur les vampires. On est vraiment un peu dans cette ambiance-là, et pourtant le truc est sorti avant le film. Mais voilà, et donc avec des vampires qui se prennent pour des seigneurs et qui envoient des hordes pour essayer d'attaquer justement, on va dire, les différents bastions de l'humanité et de la coalition au Texas, dans le sud de ce qui reste des États-Unis. Et donc avec la description, comme je le disais, de classes de chasseurs de vampires. On peut même jouer des vampires qui seront du coup pas des méchants, hein, enfin, parce que sinon ça va être un peu dur de jouer dans le groupe. Mais ça peut être intéressant, mais à vous de voir. Et il existe une version upgradée également de ce supplément avec une couverture alternative. Là, c'est la première version que j'ai achetée dans les années 90. Le deuxième supplément que j'aime énormément en plus, avec une magnifique couverture, c'est Atlantis, qui décrit donc Atlantis, la fameuse île qui est reparue, avec plein de classes de personnages qui sont des serviteurs. Donc vous pourrez jouer, vous, des serviteurs, des Splugors, évidemment, qui sont un peu barrés, qui sont caltés manu militari et très rapidement, voilà, avec des illustrations qui représentent donc les villes. Donc on est vraiment dans de la SF, on va dire, pure et dure, avec on commence à décrire évidemment la race Atlante, justement, qui sont un peu qui sont des extraterrestres un peu particuliers, on va dire. Donc là, c'était vraiment les infos de base, hein, sur Atlantis, parce qu'il y a eu d'autres suppléments. Là, on a que 160 pages, avec la description évidemment de plein de matos. Voilà, il y a les armures guerriers Kitani, etc., etc. Les Kitani qui sont une race extraterrestre, un peu de singes, on va dire, très intelligents. On a la description également de la biosorcellerie, donc avec plein de bioware, donc de choses comme cela. La description également d'une magie extrêmement puissante, la magie des tatouages, les tatouages magiques. Donc on a des gens en fait qui se font imprimer des tatouages, et chaque tatouage en fait correspond à une invocation de créature, d'un objet ou un effet de sort, etc. C'est extrêmement puissant. Bref, il y avait de bonnes idées, voilà, plus quelques petits secrets aussi sur les Atlantes, etc. On commençait déjà. Voilà, les Kitani, voilà à quoi ils ressemblent. On peut jouer également, si on le veut, une Blind Warrior Woman. C'est vous qui voyez, ça va pas être très 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 intéressant. Mais bon, un excellent supplément pour commencer, en tout cas, si vous voulez vraiment dans le contexte. Par contre, c'est vraiment le nid à emmerde, hein. Pour l'instant, j'y ai jamais envoyé mes joueurs parce que je sais que de toute façon, sinon ils vont pas tenir 2 minutes. Troisième supplément, on est toujours, on va dire, dans les World Books, parce que donc Rift sépare, comment dire, sa gamme en donc les livres de base, les livres du maître du jeu, les World Books, mais également ce qu'on appelle donc les Source Books, et je crois que c'est tout. C'est déjà bien, les Source Books et les World Books. Donc il y a deux, on va dire, deux grands types de suppléments. On va dire, il y en a un, le World Book, qui décrit une région du monde, et les sourcebooks qui, eux, vont donner des outils supplémentaires, des données supplémentaires, du matos, etc. Même si donc dans la gamme des Worldbooks, il y a aussi ça. Donc là, la description de l'Angleterre, avec la table ronde. Là, on est plus dans une ambiance magique. On vous décrit pour la première fois également un aspect énormément important du monde, ce qu'on appelle les Millennium Tree. Les Millennium Trees, qui sont des arbres magiques qui poussent évidemment sur les nexus telluriques, et qui donnent énormément de pouvoir, que les gens protègent, etc., qui sont extrêmement convoités. Plus la description évidemment de la magie druidique, de plein de. Voilà, on peut jouer même des dragons, y a énormément de choses. Voilà, plein de formes de vie intelligentes, de choses et d'autres. Voilà, la magie temporelle qui est super puissante, est vraiment super puissante. Voilà, c'est vraiment une magie de la dimension qui joue sur l'espace et le temps, qui est vraiment vraiment gros bill. Voilà, ils décrivent également donc Dark Camelot, donc voilà, qui sont en fait des versions sombres extraterrestres faites de la table ronde que l'on connaît. Et donc voilà, vous pouvez jouer donc dans ce contexte-là des chevaliers et tout. Voilà, et il y a les vrais chevaliers qui, eux, essayent de lutter, hein. Donc il y a la description un peu de tous ces chevaliers de la table ronde. Voilà. Et description également des divinités celtiques, donc de tous les points, on va dire. Voilà. Et
plein, et évidemment des êtres faits également. Bon, il y en a aussi en Amérique du Nord, hein, mais là ils sont vraiment décrits de manière plus on va dire, exhaustive. Ah voilà, et là on a enfin, je vous montre à quoi ressemblait la feuille de personnage. Elle était enfin dans le Sourcebook 3, dans le Worldbook 3. Donc ça c'est la première feuille de personnage, qui est pas reluisante, mais bon, qui était, on va dire, plutôt utile. Donc il y avait un bouquin, on va dire, ça c'est un sourcebook sur les mécanoïdes. Donc là c'est des robots extraterrestres qui envahissent le monde. Hein. Donc là c'est si vous vouliez vraiment, si ça vous intéressait. Avec dedans la feuille justement la feuille de personnage plus des feuilles pour marquer vos pouvoirs psy et vos sorts. Donc vous voyez, il n'y a rien de, on va dire, de transcendant là-dedans. Hein. Il y a même une aventure là-dedans. C'est un supplément que j'ai jamais trop utilisé. C'était pas trop mon truc, moi, les robots. Voilà. Un supplément ensuite extrêmement intéressant, par contre, qui décrit l'Afrique avec une menace en plus. Vraiment, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont liés, on va dire, à cela. Plus la description de l'empire égyptien et on va dire des dieux égyptiens qui sont des dieux vivants qui marchent sur terre et tout, et plein de nouvelles, voilà, de nouvelles classes de personnages qui sont vraiment très sympas. Donc une magie évidemment qui tourne plus autour de la, on va dire, de la communion avec la nature, etc., etc. Donc voilà, là il y a la sorcière africaine. Il y a également aussi normalement voilà, l'homme médecine, le prêtre africain. Voilà, il y a des choses quand même un peu plus subtiles qui sont intéressantes, mais malheureusement qui sont vraiment spécifiques à l'Afrique. Pareil, c'est un champ de mine. Hein. De toute façon, il n'y en a pas un pour relever l'autre au niveau des. Voilà. Et il y a une version avec une couverture alternative. Ça, c'est la première version. Donc, si vous voyez le supplément Africa, vous verrez qu'il y a une couverture encore différente sur le supplément, qui a été réédité dans les années 2000-2010. Triax on the NGR, donc là c'est la description des corpos qui font des gros robots de combat et on va dire des nations allemandes, du moins ce qui reste des nations allemandes. Parce que là, bon, la France pouvait dire que voilà, c'est un champ de mine. La France a encore pris cher. Voilà, c'est infesté, on va dire, par des extraterrestres gargouilles qui du coup voilà, font quelques, ouais, qui font 6, 8, 12 mètres de haut, je crois. Et donc, justement, ils ont des gros robots pour aller les combattre, les fiers Allemands. Donc là, vous avez la description de tout leur matériel, de leur cyborg de combat. Il y en a à boire et à manger, donc avec des grosses armures, des gros robots, voilà, des gros robots allemands, hein, Deutsche Qualität. Euh, voilà, ça c'est sérieux. On entre dans le vif du sujet. Voilà, donc là par exemple l'armure qui est décrite sur la couverture. Les fameuses armures de Triax, donc Triax qui est une des corpos en fait qui construit justement ces gros robots et c'est voilà, ils en construisent plein, hein, c'est des gros robots allemands. Et donc vous avez toutes les classes de personnages attenantes, euh, pilotes de robots, etc., allemands de chez Triax, et la description également aussi donc des fameuses gargouilles, qui sont donc les ennemis qui foutent complètement en l'air l'Europe, et qui sont voilà, les principaux antagonistes en Europe, en tout cas continentale. Vous avez un autre sourcebook sur Mindverse, qui est à la fois une société qui vend des armes, qui fait des manipulations génétiques. Ce sont des extraterrestres aussi. Donc description de plein de matos et on va dire un petit peu de, puisqu'en plus c'est marqué Mindverse and Gene Splicer, donc les manipulateurs, on va dire, de gènes. Donc là, on va dire, un antagoniste un peu plus subtil, qui est donc un manipulateur qui crée en fait des races génétiquement modifiées. Et voilà. Et ça va avec, hein, donc vous avez voilà, cette ambiance vraiment de cybernétique un peu cinglée ou de manipulation génétique complètement folle, et description de matos à viander comme d'habitude. Donc toujours de bonnes idées enrobées, comment dire, dans une foultitude de matos qui, je dis pas sert à rien, mais qui, on va dire, en rajoute une tonne à ce qu'on avait déjà. Un supplément également que j'aime beaucoup, Rift Underseas, où là on vous décrit en fait tout le contexte de ce qui se passe sous l'eau, dans les océans et les mers du monde de Rift.
quand même l'un des seuls jeux Rift, donc on vous décrit des porte-avions, donc en particulier l'un des porte-avions, on va dire, de la résistance, le Taikon Deroga, qui est, voilà, qui est en fait un peu des sauveurs de l'humanité, quoi. Voilà, avec donc description également des races de pirates, donc les fameux Orun pirates qui foutent la merde sur toutes les côtes. Et également, ben, on peut vous jouer donc avec la description du nouveau Captain Nemo entre guillemets, voilà, qui est dans les pages là. Alors le nouveau Captain Nemo, où est-il? Voilà, le Captain Nemo qui est ici avec son équipage, donc évidemment des classes de personnages supplémentaires, de marins, de pilotes de bateaux, etc. Plein de matos à viander, le druide, on va dire, de la, le druide de la mer, et vous avez la possibilité également, et ça c'est quand même la chose la plus sympathique de l'univers, si vous jouez dans le contexte marin de Rift, de jouer des dauphins psy et des baleines psy aussi. Et ça, quand même, fallait quand même, voilà, fallait oser. Moi, je dis, fallait oser. Donc, il y a des classes de personnages réellement jouables. Alors, je sais pas si c'est jouable, j'ai jamais testé, mais en tout cas, il le propose avec en plus une menace aussi, hein, le terrible Seigneur et Profondeur, qui est une grosse bébête. Et donc, vous pouvez jouer des dauphins, des orques, des baleines, des cachalots, etc., qui sont qui ont des pouvoirs psy, des pouvoirs magiques de la mort qui tue et tout. C'est génial. Voilà, ça c'est. Je sais, vous rigolez derrière votre écran, mais moi je trouve ça extrêmement sérieux. Si, je déconne. Rift Japan, un excellent supplément que je vous conseille, où donc là ils vous décrivent évidemment le Japon, où donc là nous sommes, comme dirait l'autre, entre tradition et modernité, où donc on a vraiment tout l'aspect du Japon traditionnel avec ses samouraïs, on va dire, toute sa mythologie, voilà. Et donc on peut jouer dans ce contexte traditionnel, mais aussi le contexte plutôt moderne. On a même la possibilité de jouer des tengu, hein, quand même, voilà, c'est possible. Mais il y a également, évidemment, des cyborgs, des cyber ninjas, des cyber samouraïs, voilà, des cyber tout ce que vous voulez derrière. Voilà, le terrible Ninja Juicer, qui va pas faire long feu, mais enfin bon, au moins il va être efficace pendant quelques scénars. Le Ninja Crazy, enfin bon, bref, voilà quoi. N'en jetez plus. Mais bon, je trouve que le contexte est vraiment très bien amené, avec comme d'habitude la description de matos, hein, voilà, leur propre version de Glitter Boy, évidemment, ils en ont aussi. Plein de gros robots japonais, et comme quoi ils aiment ça aussi. Voilà, des compétences spécifiques et la description, on va dire, voilà, de tout le contexte japonais avec les guerres de corporations, etc., etc. Donc là, c'est vraiment un contexte spécifique où il faudra vraiment rester ancré parce qu'ils sont les zones en fait sur la terre de Rift sont très très coupées du monde. Quand vous jouez en Amérique du Nord, c'est très très dur d'aller autre part, de voyager autre part en fait, parce que c'est complètement, on va dire, impossible déjà de voyager dans l'espace. Il faut avoir ce qu'il faut pour, et c'est quand même très dangereux. C'est un peu miné. Et il y a les lignes telluriques qui créent évidemment des perturbations climatiques qui foutent en l'air complètement comment dire, les communications, enfin qui rendent les communications extrêmement difficiles. Voilà, ils ont aussi leur propre Millennium Tree, évidemment, avec tout le contexte autour. South America, voilà, donc description de l'Amérique du Sud. Donc on commence, parce qu'il y a deux ouvrages. Donc là, il y a plein de choses sur l'Amérique du Sud. Amazon, Eldorado, enfin bref, on a tous les poncifs qui sont repris avec donc voilà la magie, la biomancie. Donc voilà, si vous voulez faire de la magie dans. Et la description de la classe de Rift qui est dedans, la plus gros build de l'univers de tout le jeu, je pense, c'est l'anti-monster. Donc c'est un chasseur de monstres bio-cybernético, je sais pas quoi, qui concrètement est là pour chasser les monstres. Et j'ai testé, hein, il y a un de mes joueurs qui en a joué un, c'est n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est dit. Donc si vous voulez savoir déjà laquelle interdire, c'est là-dedans. Donc c'est celle qui est sur la photo là, l'anti-monster. C'est là, faut pas le faire le jouer par les PJ. Et donc il y a, comme je disais, un deuxième South America, voilà, qui décrit lui encore plein d'autres pays, contrées, un peu plus, on va dire, voilà, au niveau du, voilà, et qui décrit aussi la légion du mégaverse, qui est en fait une légion intégrant, on va dire, des extraterrestres de plein d'univers et qui louent leur service évidemment pour combattre
des menaces, en particulier les Splugors. Ça peut être un thème de campagne intéressant. De toute façon, le thème mercenaire dans Rift est plutôt intéressant. Voilà, et donc avec description également de nouvelles menaces que sont les terribles momies aztèques, les momies incas, voilà, et les seigneurs et dieux, on va dire, de ces religions, on va dire, précolombiennes. Un Rift World Book 10 sur les juicers. Donc là, un événement en fait qui fait un supplément, c'est-à-dire, on va dire, la révolte en quelque sorte des juicers, qui donc avec des nouveaux juicers, des nouveaux types de juicers, des même voilà jusqu'aux juicers zombies. Parce que bah, voilà, ils meurent, mais bon, ils sont toujours câblés, comment dire, à leurs appareils, donc ils deviennent vraiment un peu n'importe quoi. Les illustrations là sont de mieux en mieux. Je trouve qu'il y a vraiment de très très belles illustrations à partir de cette période, voilà, des illustrations plus sombres, qui font moins, on va dire, moins caricaturales pour beaucoup. Bon, il en reste encore hein, des illustrations old style, mais il y a vraiment un effort qui est fait sur certains illustrateurs. Voilà. Et donc, si vous voulez des nouvelles versions de Juicer et jouer en plus le contexte, on va dire, des Juicers qui commencent, on va dire, à essayer de renverser un peu la table et de se battre, on va dire, contre la coalition, contre, on va dire, les envahisseurs qui sont pas non plus très en accord avec les pratiquants de magie, c'est ça. Coalition Navy, donc là, un supplément qui décrit uniquement en complément de Rift Underseas, toute la machine de guerre de la coalition sur la mer. Voilà, donc voilà, vous avez une description de bateaux, d'avions, de bombardiers, de porte-avions et compagnie. Voilà, tout est là, d'armures de combat sous-marine, de sous-marins, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez jouer une campagne dans le contexte sous-marin en utilisant donc la coalition et Rift Underseas. Après, on poursuit Risk Coalition War Campaign, le deuxième gros événement qui était préparé déjà un petit peu par Juicer Uprising, où là, campagne de guerre, la coalition en fait parvient à s'unir et à, on va dire, lancer une grande campagne de guerre contre justement les États magiques qui sont un peu en chapelet autour de chez eux et qui commencent un petit peu un petit peu à les énerver. Donc là, guerre, on va dire, avec du nouveau matériel, voilà, des nouvelles armes, un nouveau design également au niveau de leur force. Voilà, donc vous voyez, les soldats de la coalition changent un petit peu de visage pour être un peu plus terrifiant. Donc description de tout cela, de tout le contexte et de tout leur matos évidemment. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Voilà, et vous voyez donc avec les nouvelles illustrations, où là donc c'est le cyber chevalier qui est, voilà, et Erin Tarn, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, c'est un personnage assez important parce que c'est une érudite qui justement raconte en fait, qui voyage un petit peu partout et c'est par elle en fait qu'on a toutes les informations de background parce que c'est elle qui écrit en fait des livres justement et qui est une historienne justement du monde post-apocalyptique. Et donc c'est par elle qu'on a à peu près tous les renseignements et elle déteste évidemment la coalition et donc voilà, elle essaye par ses livres de faire un petit peu, on va dire, je dis pas de propagande, mais en tout cas de sensibiliser les gens un petit peu à ce qui se passe pour essayer, on va dire, d'être plus tolérant envers les pauvres extraterrestres, envers, on va dire, la magie, etc. Et donc elle a plein d'amis justement au niveau des mages et tout, et elle n'aime pas la coalition parce que c'est des fachos. Voilà, je simplifie, mais bon, voilà, on est quand même un peu dans ce contexte-là. Hein. C'est vu de manière assez manichéenne quand même, Rift. Alors qu'en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Mais bon, c'est présenté de manière très manichéenne. Pour les Américains, il faut que ce soit simple. Psyscape, description là des en fait, villes et communautés de psioniques en Amérique du Nord. Donc là, vous avez la plupart, et donc évidemment avec plein de nouveaux matériels, de nouveaux monstres, de nouveaux trucs, de nouveaux bidules, de nouvelles classes de psy qui sont voilà, optionnelles. Il y a même les anciennes classes qui sont revues et corrigées, etc. etc. Donc là, c'est du contexte et et on va dire de quoi on va dire jouer sur cet aspect. Rift Lone Star, donc Lone Star c'est un des états de la coalition justement qui est décrit là en entier.
alors que donc ils ont rejoint justement de manière définitive. Donc Lone Star c'est le Texas, hein, et donc eux bah, ils sont surtout on va dire les premiers face aux vampires qui viennent du Mexique. Donc c'est le bordel encore. Voilà. Donc voilà, et puis ils ont des bandits, ils ont des... Voilà, c'est le bazar intégral dans le jeu, hein, c'est terrible. Et donc avec la description de pas mal de PNJ, d'idées, il y a vraiment, ça fourmille d'idées, hein. Bon, mais il y a beaucoup quand même de matos, hein. Après, on a donc deux suppléments qui décrivent justement voilà, le reste des États-Unis, Spirit West et New West. Donc il y a le Spirit West qui va décrire plutôt, on va dire, l'aspect un peu amérindienne traditionnelle. Donc les lieux assez reculés qui vont on va dire, être plus proches on va dire, de la nature sauvage, va-t-on dire, donc avec description, on va dire, ouais, voilà, de monstres, de tribus amérindiennes, et donc de magie chamanique, etc. Voilà, donc tout ce contexte-là. Et au contraire, il va y avoir donc le New West, où là, donc, on est dans, le, dans une description un peu fantasmée comment dire, du Far West de Rift, avec évidemment ses saloons, ses cow-boys, ses desperados, etc. Mais on va dire avec haute technologie, laser et bombes atomiques dans ta tronche. Voilà, donc ça c'est pour décrire ce contexte-là. Euh, c'est très exhaustif, hein, comme je le disais. La Fédération de la Magie, qui est donc une coalition donc, de plusieurs cités-États qui sont donc des pratiquants de magie. Donc énormément de contextes intéressants. Il y a pas mal de jeux de pouvoir que j'ai utilisés d'ailleurs en jeu lors de ma dernière campagne qui sont vraiment très très intéressants, avec donc des descriptions de villes complètes, voilà, de villes cachées, et évidemment de conflits de pouvoir entre les différents seigneurs de la magie, etc. Et donc, voilà, que je leur ai fait découvrir la ville justement de Douai-Omer. Voilà, donc très intéressant celui-ci à utiliser. Et là, je peux vous dire, franchement, j'en ai fait, on va dire, quelque chose de, je pense, de plutôt intéressant. Après, nous avons deux suppléments sur la Russie qui sont. Donc, si vous voulez jouer en Russie, on va dire, avec un aspect un peu post-apo, communiste, on va dire post-bolchevique URSS, ouais, c'est ça, avec vraiment tout ce que vous pouvez avoir d'intéressant, on va dire, dans ce contexte-là. Bon, alors peut-être que par les temps qui courent, ça ne fera pas fureur de jouer à Rift, surtout dans le contexte de la Russie. Mais je trouve que voilà, bon, c'est assez caricatural. Évidemment, il faut toujours se dire que c'est écrit du point de vue des Américains, hein, quand même. Hein, et donc voilà, du contexte, la description de la Russie, des territoires des seigneurs de guerre, les classes de personnages spécifiques, le matériel comme d'habitude. Et donc Mystic Russia, où là on a tout l'aspect, on va dire, magie, psy, évidemment, qui est décrit dans ce supplément. Alors je sais que ceux-là, ils sont super intéressants, mais j'ai jamais eu le temps pour l'instant de les utiliser, tellement il y a déjà fort à faire avec ne serait-ce que le contexte du nord des États-Unis, enfin de ce qui reste des États-Unis, enfin du nord de l'Amérique, pardon. C'est-à-dire ce qui correspond anciennement aux États-Unis. Australia, donc là, description des kangourous cybernétiques, voilà, de l'Australie. Donc là, franchement, l'Australie, il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup, il y a juste à amener les gens là. Et rien qu'avec la faune qui existe déjà, je pense qu'à mon avis, vous avez de quoi faire des scénarios abominables où vos joueurs risquent de mourir à chaque seconde. Donc là, c'est vraiment pour jouer, si vous êtes australien et que vous rêvez, on va dire, de jouer justement dans ce contexte, c'est plutôt, on va dire, pas mal. Bon, comme d'habitude, hein, comme je vous dis, c'est extrêmement caricatural, comme d'habitude, n'est-ce pas? Rift Canada, pareil. Donc là, c'est la description donc de ce qui reste de près ou de loin du Canada et donc on va dire des États qui eux ne sont pas rentrés pour l'instant dans la coalition et qui résistent également. Alors que ce soit déjà à la pression de la coalition, mais en plus à la pression évidemment des créatures qui viennent des rifts. Spleen Dimensional Market, le deuxième supplément consacré à Atlantis, où là vous avez la description en fait de la cité donc
qui est la capitale en fait d'Atlantis, qui est Spline. Donc vous avez le grand marché du mégaverse, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. L'univers de Rift avec tous les univers multi-univers s'appelle le mégaverse. Et donc, eh ben là, vous avez tous les détails en fait sur la ville et ce que vous pouvez y trouver, les intrigues que vous pouvez y jouer aussi, les gens que vous pouvez y rencontrer qui sont plutôt mal, voilà, vous verrez bien. Voilà, et tout, on va dire, le contexte autour du commerce instillé par les Splugors, etc. Et leurs mignons, évidemment aussi, et les luttes, déjà un petit peu, ça transparaît, les luttes avec les Atlantes, évidemment, qui sont les habitants originaux de ce contexte, mais concrètement, voilà, les Splugors leur ont mis une grosse tatane. Free Québec, voilà, donc l'un des États justement qui va rejoindre la coalition, qui résiste au départ, mais enfin bon, il y a tout un contexte en fait qui est décrit dans une campagne que je n'ai pas, où donc voilà, eux, ils résistent en fait au départ à la coalition, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, ils vont concrètement se faire pulvériser par la coalition et les rejoindre un peu de force, hein. Là où il y a d'autres, on va dire, forces du Canada qui eux les ont déjà rejoints. Et je ne sais plus comment. Alors là, j'avoue, le contexte m'échappe un petit peu. Mais bon, c'est décrit là-dedans et ça décrit déjà la guerre en plus donc de la campagne qui est une campagne en 4 parties. C'est la coalition. Je ne sais plus comment il s'appelle. Après, vous avez donc la même chose qu'il y avait eu pour la Russie avec la Chine. Donc voilà, la Chine en 2 parties, pareil. Donc description du pouvoir politique et on va dire après aussi des forces spirituelles, magiques, etc. C'est très très complet également. Donc là, c'est si vraiment vous voulez jouer à Rift dans le contexte de la Chine. Pareil, voilà, il y a du matos, hein, il y a de quoi faire si vous voulez. Le supplément, donc on arrive quand même au Rift World Book 29, vous voyez, on est pas mal, hein. Là, c'est la description Mad Haven de Manhattan, en fait, qui est aussi un peu, on va dire, un marché noir, mais c'est pas le marché noir, on va dire, qui est tenu par les Splugors, c'est plutôt ceux qui sont tenus par des humains, des extraterrestres, on va dire, peu regardants, et donc c'est un peu un champ de mine, hein. On est vraiment dans l'ambiance, en plus, New York 1997. Beaucoup, beaucoup. Triax 2, donc vous aviez déjà, on va dire, Triax on the NGR, bah là vous avez la suite avec des nouvelles armures de combat, du nouveau contexte de viandage, pour utiliser toutes ces nouvelles armures de combat. Bref, voilà, c'est plein de nouveaux matos en fait. Si vous en aviez pas assez, bah, vous inquiétez pas, on vous prévoit ça. Les Muria, là c'est pour suite, comment dire, de Rift Under Seas. Oh là, non, le fait d'avoir mis ça change la colorimétrie, c'est dingue. Tout ça parce que c'est en bleu. Donc les Muria, ça décrit en fait la nation justement de Lemuria. Et donc c'est un ajout en fait à Rift Under Seas avec plein de nouvelles choses aussi, voilà, des nouveaux types de créatures, de magie, de classes de personnages, de matériel, etc., etc. Et c'est très beau, hein. Franchement, il y a de très très belles illustrations à l'intérieur. Comme je vous ai dit, au fil de la gamme, je trouve qu'ils se sont vraiment bien améliorés. Voilà, la description donc de la cité. Donc, ce dessin-là, par contre, n'est pas terrible. Voilà, et tout sur donc, on va dire, encore la biomancie, donc qui est déjà décrite, mais voilà, sur la magie océanique, il y a de nouveaux sorts, etc. Rift Black Market, donc là un livre uniquement consacré, on va dire, au marché noir, on va dire de manière générale en Amérique du Nord. Donc là vous avez encore plein de matériel, on en rajoute à toutes les sauces. Voilà, mais vous avez là en fait plein d'idées évidemment pour faire jouer ce fameux marché noir, on va dire différents points chauds en hors Madhaven et où on peut trouver évidemment voilà, du matériel sensible, la description donc de toutes les sociétés également qui y participent, etc.
Bref, ça peut en effet être utile, mais bon, là on est déjà vraiment voilà, on avait déjà repris une deuxième fois du plat, et là je crois que la troisième ça va être un peu difficile. Et Rift Vampires, donc qui est on va dire un complément également à Rift Vampire Kingdoms, où là donc bah, vous avez des ajouts supplémentaires de background, de contexte, de classes de personnages, etc. Pour aller donc avec votre supplément Vampire Kingdoms. Voilà, pareil, donc pour en avoir encore plus et pour réadapter, updater, on va dire, ce qui avait déjà été fait. Et donc là, on arrive au Dimension Book, car oui, Rift donc, avait donc des source books et des world books qui décrivaient le monde, donc c'est la Terre, et là, ils décrivent d'autres dimensions. Voilà. Et donc, on a je passe en revue assez rapidement parce que c'est des univers que j'ai jamais eu le temps, comment dire, de mettre à profit. Wormwood, qui est un monde, on va dire, extrêmement. Un monde vivant, en fait, qui est vraiment très très désespérant. Où c'est concrètement une terre pourrissante, vivante, en fait, une dimension vivante, avec donc une lutte, évidemment, des pauvres humains contre, on va dire, toutes ces forces. On va dire maléfiques. Voilà. Et donc, il y a une BD d'ailleurs au début. C'est un des premiers, c'est le premier de toute façon qui est sorti puisque c'est le Dimension One. Un des univers qui est extrêmement, on va dire, décrit et pourvu, c'est Phase World, où là c'est vraiment un univers de SF assez classique. Donc là, concrètement, c'est combat dans l'espace, grosse armure de combat. On est vraiment dans un peu, on va dire, dans le contexte un peu, puisque c'était les éditeurs de Robotech, hein, du jeu de rôle Robotech. Donc là, on voit vraiment où leur cœur balance. Et on a un contexte vraiment très très copieux avec plein de matos encore, de nouveaux trucs, de machins, de bidules, pour jouer, on va dire, dans un contexte plus voilà, de combat spatial, de SF un peu plus pur et dur, et plus classique. Nanuri Waves, donc Naruni, pardon, c'est une corporation extraterrestre qui vend des armes avec un sacré design d'ailleurs. Et donc là, on nous décrit évidemment quels sont les nouveaux modèles de leur catalogue d'une certaine manière. Voilà, c'est pour en rajouter. Un Dimension Book extrêmement intéressant, un des derniers que j'ai acheté, et qui est un des derniers qui est sorti aussi. Je crois qu'il date vraiment de pas très très longtemps. Celui-ci, il date oui, de 2019. Sorti en 2017 et là c'est une réimpression de 2019. Donc Secrets of the Atlanteans, en complément évidemment de Rift Atlantis, de Rift Spleen Dimensional Market. Vous avez ça, où donc là vous avez les secrets, comment dire, des différentes familles, clans Atlantes et de leur guerre évidemment entre eux et contre, on va dire, les Schluggers. C'est super intéressant. Mais voilà, c'est un contexte qui est vraiment très très chaud à high level à développer. Des suppléments, voilà, un supplément sur les mercenaires, Rift Mercenaries, avec des groupes de mercenaires, des classes de mercenaires, du matos de mercenaires. C'est on va dire, un truc très, très classique, si je puis dire, pour justement avoir, on va dire, une proposition ludique de base dans Rift. Mutant in Orbit, que j'ai acheté, qui est normalement un supplément pour After the Band on Rift, qui est utilisable aussi avec un des autres jeux, comment dire, que éditait Palladium, c'est Tortue Ninja, le jeu de rôle des Tortues Ninja, où on jouait des mutants, on va dire aussi, et dans un contexte, on va dire, post-apocalyptique. Et donc là, on nous décrit en fait tout ce qu'il y a en dehors de la Terre, ce qui reste en fait du monde qui avait été conquis avant la guerre nucléaire. Et en particulier, on a des petites données comme ça, donc sur des vaisseaux spatiaux, ce que font, comment dire, les vilains extraterrestres en dehors de la Terre, mais également aussi des données sur quelques petites choses en relation avec le background, en particulier le système qui était un système, on va dire, relié des intelligences artificielles Archie. C'est dedans, c'est pour ça que je l'avais acheté, c'était pour avoir justement ça. Et les deux derniers suppléments, et après je vous promets, je vous embête plus parce que je sais que là, à mon avis, j'ai très largement abusé de votre temps et vous êtes soit déjà endormi, vous êtes déjà parti en courant, ou vous rigolez bien et vous êtes en train presque, on va dire, de vous étouffer. Il y a eu deux conversion books
Et donc les conversion books en question, c'est tout simplement comment convertir les autres jeux comment dire, de Palladium, donc en particulier Palladium Fantasy Role Playing Game, mais aussi leur jeu de super-héros, que je vous ai pas montré, mais que, donc comment il s'appelle, c'est oh je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur le nom du jeu vidéo, du jeu de super-héros, excusez-moi, Heroes Unlimited, voilà c'est ça. Et donc comment en fait euh, convertir tout ça. Donc on a toutes les règles et c'est un supplément qui est très intéressant parce qu'en fait ça sert un peu de bestiaire. Il y a énormément de choses qui sont décrites à l'intérieur. Il y a des compléments de règles qui sont bienvenus parce que il est sorti assez tôt, donc ça permettait de compléter le livre de base quand on n'avait pas toutes les infos, qu'on n'avait pas bien compris, on va dire, le système, qui est pourtant pas compliqué, mais qui était tellement détaillé, on va dire, avec l'arrière-train qu'on avait l'impression que, voilà, on se demandait. Donc voilà, et description donc de classes de personnages en plus et de tout ce qui en fait va vous être utile pour les pratiquants de magie, puisque va y avoir les élémentaires, etc., qui vont être décrits, ainsi que les créatures, les démons qui peuvent invoquer, et les êtres faits, tout y est dedans. Et le deuxième, Pantheons of the Megaverse, qui est là la description de tous les panthéons, de tous les dieux, alors, donc avec leur carac évidemment, donc ça craint du boudin. Y a du level et des classes de personnages supplémentaires, dont en particulier la fameuse classe de dieu niveau 1 qui est dedans. Voilà. Et plus on peut jouer également plein d'autres choses, hein, en rapport avec les dieux. Donc voilà, un berserker nordique. Il y a énormément de choses qui nous sont proposées. Donc on a la description vraiment de tous les panthéons, hein, panthéons aussi bien de religions occidentales, orientales, mésoaméricaines, etc. Tout est dedans. Et leur version dans Rift, donc c'est-à-dire les extraterrestres qui sont passés pour des dieux, ou les vrais dieux, ou les faux dieux, enfin bon bref, il y a tout. Voilà. Et des descriptions également de groupes en fait de héros du mégaverse. Voilà. Et voilà, et ben, j'aurais terminé. Juste en disant que il manque les derniers suppléments que ces dernières années j'ai eu énormément de mal. Donc il y a quelques petites choses en fait. Voilà, il y avait des suppléments les Dimensional Beings. Il y a deux suppléments que je n'ai pas achetés sur, on va dire, le sud, comment dire, des États-Unis, ce qui correspond à peu près à la Floride et un peu plus de la région, qui concrètement c'est Jurassic Park. Voilà, si vous voulez jouer la chasse aux dinosaures, bouffer des steaks de dinosaures et compagnie, c'est ça. Il y a un supplément aussi, donc des suppléments campagne, comme je vous ai dit, un supplément en Coalition War Campaign, donc enfin je sais plus quel est le titre exact, mais vous verrez c'est un supplément en 4 tomes qui décrit justement la guerre contre les états magiques, donc contre la fédération de la magie. Euh, il existe encore plein d'autres choses, hein. De toute façon la gamme voilà, elle s'arrête jamais, elle est en perpétuelle, comme je vous disais, réimpression, mais c'est très très dur de notre côté de l'Atlantique d'avoir des versions papier. Par contre, comme je vous ai dit, c'est très facile de les avoir sur DriveThru en PDF. Donc voilà, si l'idée vous tente, si vous avez vraiment envie de vous amuser, du fun, parce que c'est quand même un jeu qui est très très fun, où concrètement on n'est pas là pour, on va dire, si je puis dire, pour se prendre la tête, hein, c'est vraiment, on va dire, pour se défouler. Je pense que voilà, le Rift est avant tout un jeu qui permet, on va dire, de se défouler à peu de frais et d'y prendre plaisir. Hein. Je pense que voilà, même si on peut également le jouer de manière extrêmement sérieuse, à un niveau, on va dire, humain, avec des gens humains qui vont voir, on va dire, des comètes et des planètes passées, quoi, des gens qui se balancent des trucs, voilà, qui peuvent détruire le monde plusieurs fois. Mais il y a possibilité de découvrir un univers vraiment très intéressant, de participer à des intrigues et tout, sans pour autant, on va dire, sombrer dans la démesure, dans l'excès qui nous est proposé avec toutes ces armures de combat, ces armes qui sont vraiment pléthoriques. Il y en a trop, et c'est ça qui est dommage, c'est que ça nuit quelque peu à un BG qui pourtant je pense qu'ils sont quand même creusé la tête, quoi, pour faire ce BG, et il y a des choses qui restent intéressantes. Moi j'y crois, voilà. Moi je pense que c'est possible de jouer à Rift de manière satisfaisante, de manière intelligente. Faut juste
bien choisir ses classes de personnages, bien choisir ses intrigues, ses lieux où on va placer ses scénarios, et jouer dans tout ce contexte, on va dire, voilà, d'humanité qui survit, de xénophobie contre les aliens et tout, c'est extrêmement intéressant, c'est très très intéressant à gérer, voilà, ces contextes d'extraterrestres surpuissants, esclavagistes, qui eux ne pensent qu'à juste à faire du pognon. Non, je pense on a de quoi faire, et passer, on va dire, le prime abord d'un jeu vraiment gros bill et qui est, on va dire, vraiment pourvoyeur de tous les excès, je pense qu'il y a quand même possibilité de faire quelque chose. Voilà. Donc c'était Magna Magister pour presque toute la gamme Rift. C'était dur quand même. Mais voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue, ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ne loupez pas non plus le live du mercredi. Mettez un pouce, un like, des commentaires. Si oui, vous aussi vous avez joué à Rift, si vous aimez Rift, si vous détestez Rift aussi, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de dire que c'est complètement n'importe quoi. Hein, je vous laisse seul juge. Moi, je pense d'ailleurs qu'à certains aspects, voilà, ce jeu c'est aussi n'importe quoi. Mais je pense que voilà, on peut quand même malgré tout l'aimer parce que c'est encore la preuve. Et j'essaye de le prouver, on va dire, à chaque vidéo que même les jeux les plus improbables et les plus, on va dire, détestables peuvent avoir quand même malgré tout leur intérêt et on peut en faire quelque chose de bien. Et Rift, je pense que c'est le cas. Voilà. Allez, je vous dis donc à bientôt. C'était Magna Magister pour la revue de la gamme Rift. Jouez bien.